De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes Jemal Taleb, Gracien Rokindi-Kiza et Daouda Tall sont toujours avec nous. Au Congo-Brazzaville, à 5 jours du référendum pour un changement de constitution, les opposants ont appelé à des manifestations ce mardi 20 octobre dans plusieurs villes du pays. Objectif, protester contre ce qu'ils estiment être une manœuvre du pouvoir pour que le président Denis Sassou Nguesso puisse briguer un autre mandat. Des manifestations interdites par le pouvoir. La tension n'a jamais été aussi palpable. Pierre Amassaounera. Au Congo, la tension monte entre les manifestants et les forces de l'ordre. Mardi 20 octobre 2015, des marches de protestation ont été organisées par l'opposition. Objectif, dire non au référendum constitutionnel qui doit se tenir le 25 octobre 2015. Pour l'opposition, ce référendum ouvre la voie à un changement de constitution favorable au président Denis Sassou Nguesso. J'ai demandé à M. Sassou, dans l'état actuel des choses, il est plus au pouvoir, puisqu'il a déjà abrogé la Constitution, que les Congolais se retrouvent pour mettre en place immédiatement une transition qui doit maintenant réfléchir sur les modalités pratiques et l'organisation des élections, revoir la gouvernance institutionnelle, la gouvernance électorale pour que le pays organise une élection pacifique, sans guerre. Nous n'avons pas besoin de guerre au Congo. À Brazzaville, la capitale congolaise, les manifestants ont brûlé des pneus dans le sud de la ville, considéré comme un des bastions de l'opposition. Ils ont été dispersés par les forces de l'ordre. Le gouvernement appelle au calme et à la retenue. Le référendum, c'est d'abord la conséquence de tout un débat qui existe depuis 18 mois dans le pays. L'opposition radicale notamment donne l'impression que le président s'est levé un matin, qu'il a décidé de faire un référendum. Non, n'écoutons pas celles et ceux qui, n'étant pas venus au dialogue, qui ont décidé de le dévaloriser et qui décident de démontrer qu'il s'agit d'une sorte de passage en force. Non, chaque composante avait été consultée au préalable et avait désigné son représentant. Le président Denis Sassou Nguesso, 72 ans, dont une trentaine à la tête du Congo, ne peut pas briguer un troisième mandat en l'état actuel du texte fondamental. Aujourd'hui, la participation ou non du président Denis Sassou Nguesso au scrutin présidentiel de 2016 continue de susciter le débat dans le pays. Gracien, la situation ne semble pas s'apaiser, bien au contraire. Oui, elle ne va pas s'apaiser et même les jours à venir, compte tenu de ce référendum concernant cette nouvelle constitution. Mais on peut s'imaginer, en Afrique, est-ce que vraiment dans ce pays, un pays qui est calme et stable, on voit bien ce qui se passe dans d'autres pays, surtout quand on regarde du côté de l'Est, que ce soit du Burundi ou éventuellement ce qui pourrait se passer aussi, pourra se passer en RD Congo. On s'imagine si vraiment, est-ce qu'il ne faut pas un consensus national, garder, avoir la paix dans le pays, éviter les violences? Un homme peut se dire, même si je pouvais modifier, me présenter, être président, je peux abandonner et laisser le pays. Préserver l'intérêt national. Préserver l'intérêt national, c'est d'abord aimer le pays, aimer les citoyens, aimer ses compatriotes avant de s'aimer soi-même. On se dit, je me retire. De cette façon, et il y aura la paix, au moins je pense qu'il y aura une certaine stabilité, plutôt que vraiment de vouloir modifier la Constitution telle que ça se passe dans plusieurs pays, et ça crée des conflits, beaucoup de morts, on ne sait pas finalement qu'est-ce qui peut se passer au lendemain. Pour moi, vraiment, en étant panafricain, je me dis qu'on devrait essayer de privilégier la stabilité d'un pays, le développement d'un pays, plutôt que de se dire je me maintiens au pouvoir, quitte à ce qu'il se passe tous peut se passer. L'important, c'est que je reste au pouvoir. Daouda, quels sont aujourd'hui les alliés du président Denis Sassou Nguesso, tant sur le continent qu'à l'extérieur? Sur le continent, on n'a pas encore trop de personnes qui s'expriment. Par exemple, si je prends le cas des organisations régionales, c'est pas leur rôle. Ils ont un rôle plutôt d'observateur. Et d'ailleurs, en diplomatie, je ne vois pas des chefs d'État, par exemple, si vous faites allusion à ça, Amira, se déclarer pour ou contre ce qui est en train de se passer au Congo. Maintenant, quand on regarde sur le plan international, il est clair que la communauté internationale a toujours dit non à une modification de la Constitution visant à faire sauter le verrou des mandats, par exemple. Et donc là, on peut s'attendre clairement, dans le cadre du Congo, on peut s'attendre clairement à ce que la communauté internationale, à un moment donné,
disent quelque chose. Maintenant, la communauté internationale, c'est la communauté internationale. L'Afrique, c'est l'Afrique. Je pense que les problèmes des Africains peuvent se régler entre Africains. Moi, je suis plutôt pour cette thèse. Mais comment ça pourrait se régler au Congo? On a une politique jusqu'au boutiste menée par le président et la même politique menée par l'opposition. Oui, c'est l'opposition, surtout que l'opposition est très faible, voire quasi impuissante face à ce qui est en train de se passer. Donc là, en l'occurrence, on est dans un pays où bon, le jeu démocratique, le jeu politique est quand même largement dominé par le pouvoir. Maintenant, changer la Constitution, pourquoi pas, mais alors à condition, par exemple, que ce soit une demande du peuple. Pour moi, hein, c'est mon avis, à condition également que l'on soit sûr qu'au moment du vote, l'élection sera transparente au niveau du comptage des voix, etc. Donc, on part du principe que la démocratie, c'est l'expression de la citoyenneté. Si on appelle les citoyens à voter, même si à la base, sur ces principes, tout le monde n'est pas d'accord, sur le fait de se faire sauter le verrou des mandats, de l'âge, etc., on considère que c'est un recul démocratique, de manière générale. Hein. Maintenant, très bien, on y va au référendum, mais il faut garantir aussi que l'élection puisse se dérouler de manière normale et que l'expression même du vote soit, en tout cas, soit nette par rapport à ce qui est exprimé. Bon, moi, voilà, c'est cela ma position sur cette question, mais je pense quand même que faire sauter le verrou des deux mandats, plus la question de l'âge, ça fait un peu beaucoup. Gémal, que doit-on craindre aujourd'hui pour le Congo? Je n'en sais rien, ça dépend des rapports de force intérieures. Je ne suis absolument pas Madame Soleil là, je ne sais pas ce qui peut se passer demain. Les données telles que nous les avons au Congo et les rapports de force sont beaucoup plus équilibrés que ça, et je ne pense pas que le président Swassou soit menacé demain d'une révolution qui est en train d'emporter son régime. Je ne pense pas que ce soit ça. Les débats, encore une fois, c'est le continent africain, et il faut le poser différemment. Et je sais qu'il y a une espèce de terreur intellectuelle qui consiste à ne pas être d'accord qu'avec une seule pensée. Je déteste la pensée unique et je n'y crois pas une seconde. Que les opposants qui n'aiment pas le président Sassou me disent il a fait 30 ans qu'il est là, 35 ans de plus, ça ne change rien ou pas, ces débats-là, je peux l'entendre. Que ceux-là me disent qu'on n'a pas le droit d'organiser un référendum pour changer une constitution, ça c'est un débat qui, de mon point de vue, absolument inaudible, et c'est une ineptie intellectuelle que de réfléchir comme cela, encore une fois. Une constitution, je vais le répéter, je vais le marteler, n'est pas un texte sacré, elle se change. La question, encore une fois, et le choix, pardon, fait par le Congo de passer par la voie référendaire est une bonne chose. Les opposants, visiblement, n'y croient pas. Ils n'y croient pas parce qu'ils pensent que l'élection, que le scrutin n'est pas indépendant. Battons-nous beaucoup plus sur le continent africain pour que les élections soient transparentes et dépassons un débat juridique qui, encore une fois, est stérile. Bientôt un nouveau transporteur national dans le ciel zambien, c'est ce que prévoient les autorités du pays qui ambitionnent de relancer le tourisme par le biais du secteur de l'aviation. Un projet qui devrait en principe voir le jour en 2016. Deo Gracias Kodo. La Zambie prévoit relancer sa compagnie aérienne nationale en 2016. Selon les autorités, le trafic aérien ces 20 dernières années a suffisamment été dominé par des grandes compagnies étrangères, que ce soit Kenya Airways, South African Airways ou encore des petits transporteurs comme FastJet. L'État zambien estime désormais que le défi sera de relancer son secteur de l'aviation en rétablissant la Zambia Airways. Nous avons contacté un certain nombre de personnes, de sociétés, de compagnies aériennes et même de constructeurs d'avions. Boeing, par exemple, nous a fait une présentation pour nous permettre d'apprécier les coûts relativement abordables de leurs appareils. Airbus en a fait de même pour nous renseigner sur ce qu'il faut pour créer une compagnie aérienne nationale. Zambia Airways avait été créée en 1964 et exploitait une flotte de 20 appareils assurant des liaisons en direction de l'Europe et des États-Unis. Pour insuffisance de recettes, la compagnie est entrée en liquidation en 1994. Aujourd'hui, l'État zambien se dit prêt à réinvestir dans l'aviation. Mais pour certains, cette volonté devrait d'abord se manifester par un soutien aux structures nationales de formation dans le secteur. Notre école est censée former au niveau de la licence des pilotes professionnels. Normalement, pour ce genre de cours, nous avons besoin d'au moins 8 avions et de 4 formateurs, dont 2 intermédiaires et 2 formateurs avancés. Mais malheureusement, nous n'avons qu'un seul formateur actuellement.
Selon le gouvernement zambien, un transporteur aérien national permettra de stimuler d'autres secteurs économiques comme le tourisme. La Zambie, deuxième plus grand producteur de cuivre du continent, a encore du mal à redresser son économie, faute de ressources suffisantes en énergie électrique et également en raison de la baisse des prix des métaux sur le marché mondial. Daouda, une bonne idée de réinvestir dans la compagnie aérienne nationale ? Oui, je pense que c'est une bonne idée. Une compagnie aérienne nationale représente toujours une identité, en tout cas renforce l'image d'un pays. Mais après, il ne faut pas y aller n'importe comment, bien entendu. Bon, si je reviens sur les statistiques globales, d'ailleurs, du tourisme, le tourisme va croître d'ici 2020 à 2030 quasiment 2 fois plus que la moyenne mondiale, même si aujourd'hui on voit les problèmes sécuritaires auxquels sont confrontés les pays qui sont dans le continent africain. Cela n'empêche que la croissance du tourisme en Afrique est là où c'est le plus important selon les prévisions de l'Organisation mondiale du tourisme. Donc, vu ce cadrage, je pense que c'est une bonne chose d'investir dans une compagnie nationale pour un pays comme la Zambie. Maintenant, au vu de l'état de l'économie du pays, très dépendant du cuivre, 70% des recettes d'exportation sont issues de ce matériau. La monnaie est quand même en chute libre. Donc, faut se lancer, mais la confrontation frontale est très dangereuse en matière aérienne. Donc, faut faire attention, soit s'associer avec d'autres. Peut-être que c'est mieux pour l'instant, en tout cas. Gemal, la Zambie a-t-elle les moyens de son ambition ? Non, pas du tout. Et je ne suis absolument pas d'accord avec Daouda parce que je considère qu'une fois que l'emblème d'un pays sera un avion, ne change pas grand-chose au pays. Nous avons un vrai problème sur le continent. Ce sont ces petites compagnies qui ne sont ni viables, ni sérieuses et qui n'ont pas d'avenir. En fait, on a besoin d'une vraie mutualisation de nos besoins. Voyager entre Africains est juste un cauchemar. Et un cauchemar qui coûte très cher. Nous avons tous essayé de prendre un avion de Kinshasa à Kigali, de Kigali à N'Djamena ou de N'Djamena à Dakar. C'est un casse-tête incroyable. Nous ne sommes pas capables parce que nous avons de petites compagnies qui ne sont pas viables. Tous les économistes et tous les spécialistes de l'aviation vous disent aucune compagnie ne peut être viable si elle n'a pas une vingtaine de pareils pour 50 millions d'habitants. Et donc, ce qui n'est pas le cas de la Zambie, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres pays. Nous avons besoin d'une vraie grande compagnie comme Air Afrique. Nous avons besoin, ça a été à Sky, je crois que c'était ça le projet, on n'y est pas arrivé. Il faudrait que nous comprenions une bonne fois pour toutes que nous ne pouvons pas nous développer si nous n'avons pas de certaines choses importantes. On ne parlera pas d'électricité aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, mais de transport. Et donc les connexions interafricaines sont un vrai problème. Les petites compagnies sont un vrai fléau. Elles sont toutes déficitaires quand elles ne sont pas dangereuses. Et quand elles ne sont pas dangereuses, elles sont pléthoriques et elles coûtent un argent fou. Nous avons l'obligation, encore une fois, de créer 1, 2, 3, 4 grandes compagnies africaines qui sont capables d'avoir des droits de plus en plus importants de desservir les différentes destinations entre les différents pays et puis, à un coût abordable. Je donne un exemple simple. Vous prenez Paris jusqu'à Douala, ça vous coûte 2 fois plus cher pour une même distance de Paris-New York. Il y a un vrai problème sur le continent africain. Il est temps que nos dirigeants, que nos hommes d'affaires comprennent une bonne fois que nous avons réglé le problème. Gracien, le constat était clair. Selon Gemal, c'est vrai qu'il y a quand même d'énormes problèmes et d'énormes carences dans le transport aérien sur le continent. Oui. Comme je viens de le dire, c'est que chaque pays veut avoir sa compagnie et donc n'a pas assez de moyens et même de compétences pour la gestion. Je pense que les pays africains devraient s'entendre parce que le trafic, ce n'est pas un trafic intérieur, c'est un trafic entre les États, entre les capitales. Donc il faut qu'au moins un ensemble de pays dans les sous-régions s'entendent pour créer une seule compagnie qui pourrait faire les navettes entre ces pays et aussi aller à l'extérieur de ces pays. Privé de préférence. Et oui, privé ou pas, c'est toujours une gestion. On peut parler de gestion privée, mais pas de privé. Je ne suis pas partisan du secteur privé à 100%, mais la gestion privée, une gestion autonome, reliant pour plusieurs pays, ça pourrait être viable. Daouda, très rapidement. On a quand même l'exemple d'une compagnie comme Ethiopian Airlines qui fonctionne plutôt bien. Kenyan Airlines. De South Africa? Oui. Voilà. Mais donc, profite du fait que dans la sous-région, il n'y a pas d'autres compagnies. Non, elles profitent du fait qu'elles sont sérieuses et bien gérées. Mais c'est surtout ça le nœud du problème, en fait. C'est surtout la gestion et les stratégies qui sont définies à la base, effectivement. Sauf qu'elles ont un problème de taille, elles ont un problème de droit, de capacité. À Sky, la CEDEAO a décidé de créer à Sky et d'en faire un outil
de connexion entre les différents pays de la zone ouest africaine. Malheureusement, c'est un projet qui marche encore, mais qui marche moyennement. Nous avons l'obligation de le faire encore une fois si nous voulons être sérieux. C'est fini, merci Jemal. Merci Amira, ce fut un plaisir et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci Gratien. Merci Amira, bonsoir à tous. Merci à vous Dalva. Merci Amira, bonsoir à tout le monde. Vous l'aurez compris, c'est la fin de l'Africa Newsroom, mais on se retrouve demain pour une nouvelle émission en cette semaine consacrée à la République démocratique du Congo. À très vite.